vous avez été victime d'un accident de la circulation et vous souhaiteriez connaître les informations, à savoir absolument comment faire pour être indemnisé, quelles sont les erreurs à ne pas commettre. Je vous explique tout dans cette vidéo récapitulative. Alors pour vous présenter toutes ces informations et que ce soit plus digeste, je vous ai préparé un PowerPoint que vous pouvez suivre en même temps sur la vidéo avec moi. Comme ça, on va voir ensemble quelles sont les étapes, quels sont les points importants à retenir et vous pourriez du coup vous référer à cette vidéo dès lors que vous avez besoin d'explications. Ce guide pratique en vidéo, il va être construit en plusieurs points, mais grosso modo, les plus grosses étapes après un accident de la circulation, c'est de faire constater l'accident et de recueillir les preuves d'abord. Il faut aussi faire reconnaître vos blessures, le lien de causalité de ces blessures avec l'accident de la circulation et déclarer ces blessures. Il est possible de se faire accompagner pour obtenir une indemnisation où je vous expliquerai comment et quand. Et également à faire un point pour l'évaluation de vos dommages corporels et voir comment vous pouvez obtenir la réparation de votre préjudice. Alors d'abord, on commence directement avec les bons réflexes juste après la commission de l'accident. D'abord, si possible, faites un constat amiable. Si vous ne pouvez pas faire le constat amiable, soit parce que la personne est partie, soit parce qu'elle refuse de le faire, faites vous-même un croquis, mais d'abord, appelez les forces de l'ordre, surtout si la situation est grave et notamment s'il y a d'autres blessés autour de vous, etc. Donc, les forces de l'ordre, c'est les premiers à appeler et bien sûr également les pompiers si possible. De toute façon, la police va le faire si jamais il y a besoin. Autour de vous, si vous êtes en état, prenez les noms, prénoms et coordonnées des personnes qui sont potentiellement témoins. Même s'ils n'ont vu qu'une partie de la scène, ça peut être utile. Donc n'hésitez pas, il en vaut mieux trop que pas assez. D'autre part, prévenez votre assureur dans les meilleurs délais, au maximum 5 jours. En pratique, c'est plus souple que ça, mais en tout cas, gardez ce délai en tête, comme ça vous le faites. C'est le premier réflexe, c'est votre assureur qui doit être prévenu, et notamment si vous avez déposé plainte, et on en reviendra tout à l'heure sur ce sujet-là, transmettez-lui tous les documents que vous avez déjà. Si vous êtes blessé, bien sûr, il faudra un certificat médical ou un compte-rendu des urgences, notamment si vous avez été emmené par les pompiers, ce qui permettra du coup de faire le lien entre l'accident de la circulation et vos blessures, qu'elles soient physiques ou psychologiques, bien sûr. Le plus sûr, de toute façon, ce qu'il faut retenir là de cette diapo, c'est que prévenez directement la police s'il se passe quelque chose comme ça, mais également les pompiers si vous constatez qu'il y a des blessés autour de vous. N'attendez pas la police pour appeler les pompiers. En cas de délit de fuite, là, il faut vraiment aller porter plainte sur place. Quand je dis sur place, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le faire par courrier pour pas perdre du temps. Parce que c'est vrai que par courrier, quand on dépose plainte par courrier, il y a le temps de traitement, déjà le temps de l'envoi, le temps de l'enregistrement au sein du tribunal, puis le temps que le parquet transmette la plainte auprès d'un commissariat d'une gendarmerie compétent. Potentiellement, il y a certaines bandes vidéo de vidéosurveillance qui pourraient être supprimées entre temps. Donc ce serait dommage. Donc allez déposer plainte directement sur place, quitte à attendre plusieurs heures au commissariat pour le faire. Bien sûr, si vous êtes en état. Parce que si jamais c'est pas le cas et que vous êtes à l'hôpital, de toute façon, c'est la police qui viendra vous interroger directement à l'hôpital. Avant de poursuivre dans ce guide pratique, je voulais également aborder rapidement le fait que j'ai rédigé un guide gratuit qui est dans la description de cette vidéo. Vous pouvez le télécharger, c'est gratuit. Vous avez juste à renseigner votre mail. Vous y trouverez des modèles de lettres, des infos pratiques, des infos juridiques aussi et des démarches étape par étape pour bien comprendre, reprendre ça tranquillement par écrit via le guide et comme ça vous n'avez pas à relire toute la vidéo pour bien tout comprendre. D'autre part, je voulais vous dire que sur mon site internet, sur droit-au-pluriel.fr/question, vous avez la possibilité de me contacter, de me poser votre question juridique, donc n'hésitez pas. Alors rapidement aussi, je voulais juste vous rassurer pour les personnes qui seraient concernées, les piétons ou les passagers, et quand je parle de piétons, c'est des personnes qui sont à pied lors de l'accident de la circulation et qui ont été percutées par une voiture, mais également les personnes qui sont à vélo et non pas les vélos électriques avec un moteur autonome, mais pour les victimes en vélo dit musculaire ou des personnes en vélo avec assistance électrique, ces personnes-là sont hyper protégées par la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, il y a une loi qui s'appelle la loi Badinter de 1985 qui prévoit un régime d'indemnisation pour ces personnes-là qui leur sont très favorables. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que leurs droits à indemnisation ne peuvent pas être réduits du fait de leur faute, sauf si le piéton a vraiment recherché à être blessé. Là, on pense tout de suite à la personne qui va se jeter sous les roues d'une voiture, notamment pour se suicider. À ce moment-là, il est possible que le droit à indemnisation soit écarté pour les ayants droit. Mais toutefois, ces cas sont extrêmement rares. Donc, ce qu'il faut vous dire, c'est que si
vous êtes piéton, en principe, vous ne pouvez pas voir votre droit à indemnisation réduit. Pour les conducteurs qui sont victimes, donc plutôt les victimes conducteurs, il y a des conditions qui sont variables. En principe, lorsque vous êtes conducteur, vous pouvez être également responsable de l'accident. Vérifiez notamment sur votre contrat d'assurance si vous avez une garantie dommage corporel du conducteur. Donc contactez votre assurance, déclarez-lui l'accident et voyez directement avec votre assureur. Mais de toute façon, si vous êtes conducteur et que vous n'êtes pas responsable de l'accident de la circulation, de toute façon, vous avez le droit à une indemnisation, que ce soit par l'assureur du ou des responsables de l'accident de la circulation, soit par le FGAO. Le FGAO, c'est le fonds de garantie des assurances obligatoires, ce qui permet notamment d'obtenir une indemnisation soit quand la personne en face n'est pas assurée, soit quand elle a commis un délit de fuite et qu'elle n'a jamais été retrouvée. Je ferai sûrement une vidéo sur ce sujet précisément plus tard. C'est un point vraiment qui est crucial, c'est-à-dire que la responsabilité, elle change tout en matière d'indemnisation. Si vous êtes partiellement responsable, vous pourriez voir votre indemnisation réduite. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir des témoins, et notamment des témoins qui assurent que vous n'êtes pas du tout responsable de l'accident. Par exemple, si la personne en face a grillé un feu rouge et que vous non à une intersection qui a un accident et que vous êtes tous les deux blessés, bah vous pourriez demander une indemnisation à 100%. Alors que lui, s'il a commis une infraction, il ne devrait pas avoir d'indemnisation, sauf si son contrat d'assurance le prévoit. Mais si vous êtes assuré au tiers, dans ces cas-là, l'assurance ne va indemniser que la partie adverse, mais pas vous-même, et notamment si vous êtes responsable de l'accident. Pour demander une indemnisation, comment on fait en pratique? Tout simplement, encore une fois, déclarer l'accident à l'assureur du responsable ou à son propre assureur. En principe, c'est plutôt son propre assureur parce que vous ne connaissez pas les coordonnées. Si la personne notamment est partie ou qu'elle vous a pas laissé les coordonnées de l'assurance, vous ne pouvez pas avoir cette information. Donc vous appelez votre assureur, vous lui faites un courrier, un mail, quelque chose d'écrit où vous déclarez à nouveau l'accident, parce que c'est toujours mieux d'avoir un écrit pour avoir une preuve que vous avez bien déclaré l'accident dans les 5 jours, et vous lui expliquez ce qui s'est passé. Vous lui envoyez bien sûr tous les documents légaux, que ce soit les certificats médicaux, le constat si vous avez un constat amiable, l'arrêt de travail, etc., etc. Tout ce qui est en lien avec l'accident. Si vous avez vu un psychologue derrière, etc., vous donnez tout parce que ça peut faire l'objet ensuite d'une indemnisation. Tout doit être indemnisé à 100% si tant est que vous n'étiez pas conducteur et ou responsable de l'accident. Aussi, première chose à faire, c'est de demander une expertise, mais également une provision. Notamment si vous avez été blessé, demandez une expertise médicale auprès de votre assureur. En principe, ils sont obligés légalement de vous proposer. Mais en tout cas, insistez sur ce point-là, dites que vous êtes bien informé, que vous avez le droit à une expertise pour faire constater vos blessures, que ce soit physique ou psychologique. Mais également, vous pouvez demander une provision, on va voir exactement à quoi ça sert cette provision dans les prochaines diapositives. Donc l'expertise médicale, c'est une étape capitale dans le traitement de votre dossier et notamment dans la possibilité d'obtenir une indemnisation, puisqu'en fait lorsque vous demandez une expertise médicale à l'assurance, l'assureur, donc la vôtre soit celle du responsable, va mandater son propre médecin expert qu'on appelle le médecin de la compagnie de l'assurance, et donc en fait il va représenter les intérêts de l'assurance. La victime, en réalité, il faut qu'elle soit accompagnée. Et elle peut être accompagnée notamment, et ça c'est un conseil que la plupart des professionnels du droit du dommage corporel vont vous donner, d'être accompagné par un médecin conseil. Un médecin conseil, on parle de médecin conseil de victime, c'est un médecin indépendant de l'assurance. Il est là justement pour représenter vos intérêts lors de l'expertise médicale. Et vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai parlé d'une provision. Une provision, en fait, c'est un acompte sur le versement de votre indemnisation définitive qui sera supérieure à la provision, du coup, une fois qu'elle sera totale. Et cette provision peut vous permettre de faire face à des frais, et notamment ces frais-là de médecin conseil. Donc, par exemple, si vous demandez 500 € de provision, ça pourrait permettre de payer tout ou partie des honoraires du médecin conseil de victime. En principe, un médecin conseil de victime doit vous fixer un rendez-vous préparatoire avant l'expertise médicale avec le médecin de l'assureur. Comme ça lui permet, lui, de récupérer tous les documents utiles, également votre récit à vous, comment vous vous sentez, et aussi pour vous préparer à cette expertise médicale, puisque si vous n'avez jamais eu cette malheureuse expérience de l'accident de la circulation, vous ne savez pas ce qui vous attend lors de l'expertise, et c'est hyper important qu'on vous prépare. Donc, insistez bien avec le médecin conseil, allez démarcher différents médecins conseils, demandez-leur des devis, et surtout, insistez sur le point de savoir s'il y a bien un rendez-vous préparatoire avant qu'ils vous accompagnent lors de l'expertise médicale, parce que en fait c'est souvent signe d'un professionnel sérieux. D'autre part, je voulais aborder la question de l'offre d'indemnisation qui peut être faite par l'assureur. La principale chose à retenir, s'il y en avait qu'une dans cette vidéo, c'est de ne jamais accepter une offre sans accompagnement. Quand je parle d'accompagnement, c'est soit un juriste d'association, soit un avocat. Ce qui veut dire en fait concrètement qu'il ne faut jamais signer une offre d'indemnisation sans être sûr de ce que vous faites, car en réalité les montants proposés par l'assureur en face sont souvent très en dessous
de ce que vous pourriez réellement obtenir. C'est ça le plus grand piège, c'est qu'en fait les assureurs, ils sont certes là pour vous indemniser, mais la plupart vont tenter de réduire au maximum l'indemnisation, soit par l'intermédiaire d'une offre insuffisante, soit par l'intermédiaire de l'expertise médicale avec son médecin expert qui lui va tout faire pour, et attention, c'est pas tout le temps le cas, hein, mais il faut s'en méfier, il va tout faire, l'expert médical, pour réduire au maximum la réalité de vos préjudices. Alors attention, je dis pas que tous les assureurs font ça et tous les médecins experts travaillant pour des compagnies d'assurance font ce genre de pratiques. Mais en réalité, dans la pratique, moi-même, j'ai pu le constater quand j'ai accompagné des victimes d'accidents de la circulation. On a reçu des offres d'indemnisation qui étaient ridicules par rapport à ce qu'ils pouvaient avoir et parfois des comptes rendus d'expertise qui oubliaient la moitié des préjudices de la victime. Donc là, j'insiste encore une fois, le médecin conseil de victime est hyper important lors de l'expertise médicale et ne signe rien sans l'avoir présenté à un professionnel du droit compétent. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'acompte qui permettait notamment d'avancer certains frais et notamment ceux du médecin conseil. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un acompte, hein. C'est juste une partie de votre indemnisation finale. Donc en fait, certes, vous allez avancer les frais d'un médecin conseil via votre indemnisation provisoire. Vous avez peut-être l'impression de perdre de l'argent sur votre indemnisation finale, mais en réalité, sans ce médecin conseil, votre indemnisation serait tellement en dessous que vous pourriez le regretter. Alors d'ailleurs, sur l'indemnisation elle-même, comment est-ce qu'elle est calculée? En fait, il y a un outil juridique, ça s'appelle la nomenclature d'Intilliac. La nomenclature d'Intilliac, imaginez un tableau qui catégorise différents postes de préjudice, selon qu'ils soient physiques, moraux, professionnels, sexuels, que ce soit des pertes de hobby, que ce soit des frais de santé, etc. Imaginez un énorme tableau dans lequel, en fait, on va placer certains aspects de vos dommages à la suite de cet accident de la circulation. D'ailleurs, une bonne pratique pour la victime d'accident de la circulation, c'est dès lors qu'il y a eu l'accident de la circulation, qu'elle note toutes les démarches qu'elle a effectuées, toutes les dépenses de santé qu'elle a effectuées, notamment si elle a dû acheter des béquilles, etc. Toutes les avances de frais en fait, qu'elle a effectuées pour qu'ensuite, lors de sa demande d'indemnisation, tout soit bien pris en compte. Et en réalité, votre indemnisation totale, elle ne pourra être calculée qu'une fois que vos blessures sont dites consolidées. C'est-à-dire que la consolidation, c'est un état de santé, c'est-à-dire lorsque vos blessures sont stabilisées et qu'on sait exactement quelles sont les séquelles du fait de l'accident de la circulation. Et la consolidation, ce sera décidé par un médecin. C'est pas à vous de dire oui, mais moi je suis stabilisé, etc. Ce sera un médecin qui devra la constater, et notamment le médecin conseil de victime. Une fois que votre indemnisation est calculée, vous pouvez recevoir du coup la fameuse offre d'indemnisation de la part de l'assurance, celle dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, il y a deux cas. C'est soit l'offre est suffisante, soit elle est insuffisante. Bon, bien sûr, si elle est suffisante, il n'y a pas de problème. Vous l'acceptez et pour savoir si elle est suffisante, vous vous adressez à un professionnel du droit. Vous l'acceptez et c'est la fin de cette phase amiable et donc vous obtenez votre indemnisation directement sur votre compte bancaire. Soit elle est insuffisante. À ce moment-là, vous pouvez contester. C'est-à-dire que vous allez répondre à la proposition d'indemnisation qui s'appuie sur le compte-rendu de l'expert pour expliquer pourquoi elle est insuffisante. Pour ça, c'est un peu technique et c'est pour ça que c'est bien d'avoir un professionnel du droit qui vous accompagne, parce qu'en fait, il faut aller voir la jurisprudence. La jurisprudence, c'est l'ensemble des décisions de justice rendues par les tribunaux français, dans lesquelles il y a pu avoir des décisions qui concernaient une situation similaire à la vôtre, et notamment pour des postes de préjudice. En réalité, chaque poste de préjudice doit être indemnisé. Donc, par exemple, si vous avez enduré des souffrances, le compte-rendu de l'expert va attribuer une note. Elle est sur 7, celle-ci, mais je vous passe les détails. Et si par exemple, ça a été évalué à 1 sur 7 pour vos souffrances avant votre consolidation, alors que en réalité, au vu de vos souffrances réelles, etc., ce serait plutôt un 3 sur 7, et ben l'indemnisation, elle va être complètement différente, que vous ayez obtenu une notation de 1 sur 7 à vos souffrances endurées, plutôt que 3 sur 7. C'est pour ça que c'est hyper important de faire analyser le document, l'offre d'indemnisation, par un professionnel. Et dans ces cas-là, si jamais vous ne trouvez toujours pas d'accord malgré la tentative de négociation avec l'assurance, à ce moment-là, ça passe au judiciaire et là, la représentation par l'avocat sera obligatoire. Donc, je vous invite à prendre contact directement avec un avocat. Pour les personnes dont un proche est décédé dans un accident de circulation, et ils peuvent eux-mêmes demander réparation pour leur préjudice moral et économique du fait du décès de leurs proches. À ce moment-là, il faut récupérer bien sûr les procès-verbaux qui ont été dressés par la police qui sont intervenus, puisque s'il y a eu un décès, il y a forcément la police qui est intervenue, les pompiers, etc. Donc il faut aller récupérer tout ça, se présenter en tant que la famille du défunt, et donc effectuer également une déclaration auprès de l'assurance de la personne qui est décédée lors de l'accident. Cela, vous pouvez demander directement à la police de vous donner ces informations, puisqu'à partir de la plaque d'immatriculation, la police étant
en capacité d'identifier l'assureur qui est responsable. Pour terminer cette vidéo, je voulais vous récapituler quelques délais qui sont hyper importants à comprendre en tant que victime. La déclaration à l'assurance, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est dans les 5 jours suivant l'accident de la circulation. Quoique, en réalité, si vous avez été empêché de le faire, vous pouvez le justifier et ça ne va pas empêcher une indemnisation, mais faites-le dès que possible. L'assurance, elle a 3 mois pour faire une offre d'indemnisation en principe, ou 8 mois maximum si jamais il y a des éléments qui lui manquent. Donc ça, ce sont des délais légaux qui sont prévus dans la loi Badinter dont je vous parlais tout à l'heure, et c'est des délais qui sont hyper importants. Après l'acceptation de son offre d'indemnisation, la victime doit obtenir l'argent de son indemnisation dans les 45 jours. Ça aussi, c'est un délai légal. Donc si jamais l'assurance ne s'exécute pas, la loi prévoit des indemnités de retard auquel a le droit la victime. Ici encore, adressez-vous à un professionnel du droit pour connaître le détail de ces différents intérêts de retard. Sachez également qu'il y a un délai de réflexion. Si jamais vous acceptez l'offre d'indemnisation de la part de l'assurance, vous avez quand même 15 jours pour changer d'avis. Donc si jamais vous regardez cette vidéo, vous êtes dans les 15 jours, passez une acceptation d'offre d'indemnisation et que vous le regrettez, sachez que vous pouvez toujours adresser un courrier, les appeler en leur disant bah non, finalement j'ai besoin d'aller voir un professionnel du droit pour être certain que l'indemnisation était à la hauteur de mes préjudices. Voilà ce qu'il faut savoir absolument sur les accidents de la circulation. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si ça vous a aidé, à vous abonner puisqu'en fait je traite différents sujets juridiques et je réalise notamment des guides pratiques comme celui-ci pour les victimes d'infractions pénales. Ça peut vous servir si jamais un jour ça vous arrive. Je vous rappelle également qu'il y a un guide pratique dans la description de cette vidéo que vous pouvez télécharger. Rendez-vous sur ce lien, renseignez votre mail et vous le recevez directement. Et enfin, vous pouvez bien sûr me poser votre question juridique directement via mon formulaire sur mon site internet droitauppluriel.fr/question. Merci beaucoup.